Le 23 février 1945, Mont Suribachi, Iwo Jima. Le soldat de première classe Tadashi Yamamoto était recroquevillé dans un bunker en béton, les mains tremblantes alors qu'il écrivait des mots qui lui vaudraient une exécution s'ils étaient découverts par ses officiers. Les Marines ne sont pas humains. Ils ne meurent pas comme les autres hommes. Tout ce qu'on nous avait dit sur la faiblesse des Américains était un mensonge. À travers la fente de tir, il venait de témoigner de quelque chose qui contredisait toutes les certitudes inculquées pendant son entraînement. 6 Marines avaient pris d'assaut sa position sous un feu nourri de mitrailleuses. 3 tombèrent, mais les autres continuèrent d'avancer. Lorsque ses camarades lancèrent une rafale de grenades, un Marine se plaça devant l'explosion pour protéger son groupe, puis continua à se battre, blessé de manière catastrophique, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir son arme. Les survivants prirent la position en quelques minutes. 21 000 défenseurs japonais occupaient Iwo Jima, retranchés dans 18 km de tunnels et de fortifications. On leur avait promis qu'ils feraient face à des troupes américaines fragiles, incapables de tenir sous pression. Ce qu'ils rencontrèrent à la place allait briser toutes les évaluations militaires de l'armée impériale japonaise sur leurs ennemis. Les conséquences de cette erreur de jugement se rédigeaient non pas dans des plans stratégiques, mais dans la dure réalité du combat rapproché, qui coûta la vie à 26 000 Marines en seulement 36 jours. Le déclin de la confiance japonaise avait commencé bien avant Iwo Jima, le 7 août 1942, Guadalcanal, dans les îles Salomon. Le caporal Hideo Takahashi, vétéran de la campagne de Chine où les forces japonaises semblaient invincibles, écrivait dans son journal après la première semaine de combat. Les Américains qui ont débarqué sont différents de tous les ennemis que nous avons affrontés. Ils ne battent en retraite lorsqu'ils sont encerclés. Ils ne se rendent pas lorsque leur position devient désespérée. Ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'ils se battent la nuit comme si l'obscurité leur donnait de la force plutôt que de la peur. Guadalcanal fut la première bataille défensive du Japon dans le Pacifique et l'armée impériale japonaise s'attendait à une victoire facile face à des forces américaines inexpérimentées. La première division de Marines qui débarqua comptait un peu plus de 16 000 hommes. Le renseignement militaire japonais avait décrit les Marines comme des troupes d'élite, certes, mais restaient des Américains, produits d'une société démocratique douce qui privilégiait le confort individuel plutôt que le sacrifice collectif. En quelques jours, chaque présomption se révéla catastrophiquement erronée. Le lieutenant Shigeru Fukodome commandait une compagnie renforcée chargée de reprendre le terrain de Henderson dans la nuit du 20 août. Son unité de 200 hommes avait vaincu des divisions chinoises 3 fois plus nombreuses. Ils avançaient selon les manuels, convaincus que les Américains paniqueraient dans l'obscurité. Mais les Marines attendèrent dans des positions minutieusement préparées, avec des champs de tir croisés. La compagnie de Fukodome tomba dans un champ de tir. Ce qui arriva ensuite défia toutes les doctrines tactiques japonaises. Plutôt que de se fortifier et de défendre, les Marines contre-attaquèrent immédiatement dans l'obscurité, utilisant des armes automatiques avec une précision dévastatrice. Le journal de Fuku, retrouvé après sa mort 3 jours plus tard, consignait son choc. « Ils nous ont attaqués la nuit. C'est nous qui attaquons la nuit. Ils ont traversé une jungle que nous considérions infranchissable. Ils tuaient en silence, puis disparaissaient. À l'aube, il ne restait plus que 90 hommes de ma compagnie. Les Américains avaient perdu 12 hommes. Le même schéma se répéta sur Guadalcanal. Les forces japonaises, habituées à des ennemis qui se brisaient sous les charges Banzai, découvrirent des Marines qui tenaient leur position jusqu'à être physiquement submergés, puis se battaient corps à corps avec des baïonnettes, des couteaux et des poings. Le sergent Kenji Matsumoto, qui survécut 4 mois sur Guadalcanal avant d'être évacué, écrivit dans une lettre interceptée par les services de renseignement américains: « On nous disait que les Américains étaient individualistes, qu'ils ne sacrifièrent pas pour leurs camarades. C'est faux. J'ai vu un tireur de mitrailleuse marine continuer à tirer avec les 2 jambes brisées jusqu'à ce que l'infanterie japonaise le tue à bout portant. » Son assistant prit immédiatement l'arme et continua à tirer. Nous avons perdu 40 hommes pour cette position. L'entraînement des Marines qui créaient de tels soldats stupéfiait les analystes militaires japonais. Le soldat Yamamoto, qui se retrouverait plus tard face aux Marines sur Iwo Jima, apprit leur existence lors de briefings de renseignement en 1943. L'instructeur, un officier d'état-major ayant interrogé des Marines capturés, semblait sincèrement perturbé. Les Marines américains subissent un entraînement qui serait considéré comme un abus criminel dans toute armée civilisée. Ils sont mentalement et physiquement brisés,
puis reconstruits en quelque chose qui ne ressemble guère aux civils fragiles qui sont entrés. Ils sont enseignés à voir la mort, au combat, comme un honneur, à ne jamais se rendre, à se battre jusqu'à être physiquement incapables. Cela semble familier. Oui, ils ont copié notre Bushido, mais ils ont ajouté quelque chose que nous n'avions pas anticipé, la capacité industrielle américaine. La combinaison de ces facteurs s'avéra dévastatrice. Les soldats japonais, formés selon le code du Bushido, s'attendaient à la mort avant la honte, mais ils se retrouvaient à combattre avec des équipements de plus en plus inférieurs aux armes américaines. Les Marines, eux, avaient subi un entraînement presque aussi dur que celui des soldats japonais, créant des guerriers tout aussi prêts à mourir. Mais ces Marines débarquèrent avec une puissance de feu écrasante, rendant les positions japonaises intenables. La deuxième vague mourut sur la plage. D'autres arrivèrent. La troisième vague atteignit nos positions avec des lance-flammes. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque nous étions morts, ou eux. La réalité était brutale. Près de 6400 hommes moururent à Tarawa en 76 heures. Les Marines qui survécurent avaient démontré qu'ils prenaient n'importe quel objectif, quel qu'en soit le prix. Des documents capturés sur Saipan en 1944 ont révélé des rapports de renseignement japonais décrivant les Marines comme des troupes de choc affichant un dévouement fanatique aux objectifs. Les Marines refusent les ordres de retraite et contre-attaquent même lorsqu'ils sont désavantagés tactiquement. Les pertes subies par les Marines n'altèrent pas l'efficacité de l'unité tant qu'elle n'est pas complètement anéantie. Cette classification a émergé d'une étude systématique. Le capitaine Yoshio Kobayashi, qui a survécu à Guadalcanal, a fourni des comparaisons détaillées. Les tactiques d'infanterie de l'armée américaine sont solides et conventionnelles. Les Marines agissent différemment. Ils avancent agressivement, quelles que soient les pertes. Ils acceptent des taux de perte qui amèneraient n'importe quel commandant rationnel à stopper. C'est sans précédent. La vitesse des opérations des Marines s'avéra aussi dévastatrice que leur puissance de feu. Le lieutenant-colonel Kunio Nakagawa, qui commandait à Peleliu, avait planifié les défenses sur la base des campagnes précédentes où les forces américaines faisèrent des pauses après les débarquements. Mais les Marines ne s'arrêtaient jamais. Ils débarquèrent le 15 septembre à 08h30 et contrôlèrent la moitié de l'aérodrome d'ici la tombée de la nuit. Le journal de Nakagawa consigna son choc. « Mon plan défensif a échoué car il supposait que l'ennemi agirait rationnellement. Les Marines n'agissent pas rationnellement, ils agissent avec un engagement total, quelles que soient les circonstances. Cet engagement total se manifesta de manière qui semblait suicidaire aux observateurs japonais, mais qui s'avérait dévastatrice. Le sergent Kenji Matsumoto, capturé à Bougainville, décrivit avoir observé un peloton de Marines attaquer une position fortifiée en haut d'une colline. L'approche se faisait à travers un terrain dégagé balayé par le feu de mitrailleuses provenant de 3 bunkers. La doctrine japonaise aurait exigé une préparation artillerie suivie d'une attaque d'infanterie sous couverture de fumée. Le lieutenant marin évalua la position pendant peut-être 30 secondes, puis donna l'ordre d'attaque sans préparation. Le peloton se lança directement dans le feu. 7 hommes tombèrent dans les 20 premières secondes. Les survivants atteignirent le premier bunker et le détruisirent avec des grenades et des charges de démolition. 3 autres hommes tombèrent en attaquant le deuxième bunker. Les derniers Marines prirent la position. Le troisième bunker tomba aux 5 derniers hommes debout. Le peloton eut 12 pertes sur 37 pour prendre une position que nous considérions imprenable. L'action entière prit 4 minutes, du moment de l'ordre jusqu'à sa réalisation. Ce n'était pas du courage. C'était l'application systématique de pertes acceptables pour atteindre des objectifs plus vite que nous ne pouvions répondre. Le concept de perte acceptable horrifia les officiers japonais formés à la valeur de la vie de leurs soldats dans le cadre de l'accomplissement des objectifs. Les Marines calculaient les pertes comme le coût de la victoire et le payaient sans hésiter lorsque l'objectif en valait la peine. Cela créait un avantage psychologique au-delà de la supériorité matérielle. Les commandants japonais, sachant que les Marines accepteraient 50% de pertes pour prendre une position, se retrouvaient face à des décisions impossibles. Défendre avec une force insuffisante et perdre la position. Défendre avec une force adéquate, mais affaiblir d'autres positions. Abandonner la position et céder du terrain. Chaque option menait à la défaite. La seule variable était le temps. Le major Yoshi Takaori, officier supérieur à Iwo Jima qui survécut à la bataille, analysa ce dilemme lors des interrogatoires d'après-guerre. Le général Kuribayashi comprenait que nous ne pouvions pas arrêter les Marines. Nos défenses étaient conçues pour les retarder et infliger un maximum de pertes.
Nous avons brillamment réussi à infliger des pertes. Plus de 20 000 Marines ont été tués ou blessés en 36 jours. Cela aurait détruit la capacité de toute autre force militaire à poursuivre des opérations offensives. Mais les Marines se sont renforcés et ont continué à attaquer sans aucune réduction de leur intensité. Nous avions calculé qu'infliger 10 000 pertes arrêterait leur avancée pendant au moins une semaine. Ils ont subi 10 000 pertes dès la première semaine et leur avancée n'a jamais ralenti. Cela a révélé le déséquilibre fondamental. Ils pouvaient remplacer leurs pertes plus vite que nous. Ils avaient 50 divisions de Marines dans le théâtre du Pacifique ou en entraînement aux États-Unis. Nous n'avions que des défenseurs limités sur chaque île. Les mathématiques dictaient notre défaite. Les mathématiques allaient au-delà de la simple main-d'œuvre. Les Marines débarquaient avec un soutien logistique qui permettait des opérations soutenues à des intensités que les forces japonaises ne pouvaient égaler. Le sous-lieutenant Toshio Yamamoto, capturé à Saipan, témoigna du contraste de première main lors d'une infiltration nocturne. « J'ai dirigé une patrouille pour observer les positions américaines 3 jours après leur débarquement. Nous nous attendions à trouver des troupes épuisées avec des fournitures limitées, comme les forces japonaises l'auraient été après 3 jours de combats intenses sur une tête de pont contestée. Au lieu de cela, nous avons trouvé des Marines mangeant de la nourriture chaude, recevant des réapprovisionnements de munitions par camion, avec des tentes médicales traitant les blessés et des zones de repos où des unités se relayaient. Leur dépôt de ravitaillement contenait plus de munitions que tout mon régiment. Ils avaient en fait des cuisines mobiles préparant des repas frais. Ils avaient des douches portables et des installations de lavage. Ils se battaient dans la bataille la plus intense de la guerre du Pacifique et vivaient mieux que nous en garnison. Cela démontrait que les vaincre était impossible. Ils ne manqueraient jamais de nourriture, de munitions, de médicaments ou de remplaçants. Nous, par contre, ne pourrions pas. La logistique implacable des Américains a créé une forme de guerre d'usure qui favorisait les Marines malgré des pertes initiales plus élevées. Les défenseurs japonais combattaient depuis des positions fixes, avec des approvisionnements limités et sans renfort. Chaque perte était permanente. Chaque balle tirée ne pouvait être remplacée. Les Marines combattaient depuis une tête de pont en expansion, avec des fournitures arrivant quotidiennement par mer et par air. Les blessés étaient évacués et remplacés. Les munitions étaient illimitées. Plus la bataille durait, plus les défenseurs japonais s'affaiblissaient, tandis que les Marines devenaient plus forts. Cette dynamique s'est avérée décisive à Peleliu, où la défense du colonel Nakagawa dura du 15 septembre au 27 novembre. La première division des Marines subit des pertes tellement lourdes qu'elle fut retirée et remplacée par des éléments de la 99e division d'infanterie en octobre. Une seconde division de Marines continua ses opérations jusqu'à ce que des unités de l'armée les remplacent. La bataille que les planificateurs japonais pensaient durer une semaine dura en réalité 11 semaines. Les défenseurs japonais infligèrent plus de 10 000 pertes aux Américains, mais les Américains pouvaient supporter ces pertes et continuer à attaquer. Le Japon ne pouvait pas se permettre de défendre chaque île à un tel coût. Les mathématiques de la situation étaient insoutenables. Cela devint évident pour la direction militaire japonaise à la mi-1944. Les résumés de renseignements distribués aux commandants de garnison reconnaissaient que les Marines ne pouvaient pas être arrêtés, seulement retardés. Un document capturé à Tinian donna des instructions qui révélaient l'abandon complet de tout espoir de victoire. Lors d'une défense contre l'assaut des Marines, il ne faut pas s'attendre à tenir les positions indéfiniment. L'objectif est de retarder l'avancée américaine suffisamment pour permettre d'autres objectifs stratégiques. Chaque jour de résistance est précieux. Chaque marine tuée ou blessée est précieux. Mais sachez que la position finira par tomber. Préparez-vous. En conséquence, entourez les positions de munitions maximales, créez des positions de défense redondantes, prévoyez de reculer par étapes, acceptez que vous mourrez probablement en défendant. Votre sacrifice gagne du temps pour l'Empire. Il y a de l'honneur dans ce sacrifice, même sans victoire. Cette dure logique définit la stratégie de défense japonaise pour la dernière année de la guerre dans le Pacifique. Les défenseurs ne combattaient plus pour gagner des batailles. Ils combattaient pour rendre ces batailles si coûteuses que les Américains pourraient envisager des négociations plutôt que d'envahir le Japon lui-même. Les Marines, en acceptant des pertes qui auraient contraint d'autres armées à stopper, ont annulé cette stratégie. Ils ont payé le prix demandé et ont continué leur avancée. Aucun coup n'était trop élevé. Aucune position n'était trop forte. L'offensive ne s'est jamais arrêtée.
Le soldat Tadashi Gawa, l'un des rares survivants de Tarawa, décrivit plus tard l'impact psychologique de faire face à un tel ennemi. Après le premier jour de bataille, nous savions que nous allions perdre. Les Marines étaient arrivés en force écrasante. Ils avaient le soutien du feu naval qui détruisait nos positions. Ils avaient un soutien aérien qui nous bombardait en continu. Mais nous croyions toujours pouvoir leur faire payer un tel prix qu'ils reconsidéreraient les invasions futures. Puis nous les avons vus continuer à attaquer malgré des pertes horribles. Ils marchaient à travers le feu de mitrailleuses qui tuaient des dizaines d'hommes. D'autres Marines venaient en derrière eux, nous les tuions aussi, d'autres arrivaient, nous avons combattu pendant 3 jours avec un engagement total, nous avons infligé des milliers de pertes. Nous sommes morts presque jusqu'au dernier homme et les Marines ont pris Tarawa dans les délais. Ils ont payé le prix que nous demandions et ont continué leur avancée à travers le Pacifique. C'est à ce moment-là que nous avons compris que la guerre était perdue. Un ennemi qui paiera n'importe quel prix pour gagner ne peut pas être vaincu en rendant la victoire coûteuse. Cette prise de conscience s'est répandue à travers l'armée japonaise à mesure que les survivants de chaque bataille transmettaient leurs expériences à la suivante. Lorsque les Marines débarquèrent sur Iwo Jima en février 1945, chaque défenseur japonais savait qu'il faisait face à l'ennemi le plus implacable du Pacifique. Ils savaient qu'ils allaient les mourir. Ils savaient que les Marines prendraient l'île. La seule question était de savoir combien de Marines mourraient avec eux. Le plan de défense du général Kuribayashi acceptait ces réalités et construisait la stratégie autour d'elles. Ses ordres de troupes pesant Blach reconnaissait ce que la propagande officielle niait. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Nous pouvons seulement faire en sorte que les Américains saignent pour chaque mètre de terrain. Telle est notre mission. Accepter la mort. Infliger des pertes. Retarder leur avance. C'est ainsi que nous servons l'Empire dans ces heures les plus sombres. Cette évaluation s'est révélée exacte, bataille après bataille. Le 19 février 1945, le jour du débarquement sur Iwo Jima a fourni l'analyse militaire japonaise la plus complète des capacités des Marines. Le général Tadamichi Kuribayashi, probablement le commandant défensif le plus capable que le Japon ait envoyé dans le Pacifique, passa des mois à étudier les tactiques des Marines et à créer des défenses spécifiquement conçues pour les vaincre. Ces préparations étaient extraordinaires. Mais avant de tester les théories de Kuribayashi, les raiders marins avaient remontré des capacités bien au-delà de l'excellence standard. Ces unités d'élite menaient des opérations de pénétration profonde qui créaient une terreur disproportionnée par rapport à leur petit nombre. Les forces japonaises découvrirent que les raiders opéraient dans l'obscurité avec une efficacité dévastatrice. Le colonel Kono Ichiki en fit la fatale expérience sur Guadalcanal en août 1942. Ces 900 hommes avaient étourdé des forces chinoises grâce à des attaques nocturnes agressives. La doctrine japonaise stipulait que les Américains redoutaient l'obscurité. Ichiki prévoyait une attaque nocturne type contre les positions marines sur la rivière Tanaru. Les raiders du 1er bataillon de raiders des Marines attendirent dans des positions préparées. La force d'Ichiki traversa la rivière à 01h30 le 21 août. Les raiders ouvrirent le feu à bout portant avec des armes automatiques, soutenues par de l'artillerie préenregistrée. La bataille dura 20 minutes. Les pertes japonaises dépassèrent les 700 tués. Celles des Marines s'élevaient à 35. Les raiders furent finalement dissous et intégrés dans les divisions régulières des Marines en 1944, mais leurs tactiques se diffusèrent au sein de l'ensemble des troupes. Les unités d'infanterie des Marines adoptèrent les techniques que les raiders avaient perfectionnées. Les patrouilles nocturnes étaient incessantes. De petites unités prenaient des décisions de manière indépendante. Les communications permettaient une coordination sans précédent. Le résultat fut un ennemi qui se battait 24 heures sur 24 avec une intensité que les forces japonaises ne pouvaient pas soutenir. Le caporal Hideo Takahashi, qui combattit sur 3 îles avant d'être capturé à Okinawa, résuma cette expérience. Les Marines ne s'arrêtèrent jamais. Des attaques diurnes avec une puissance de feu écrasante, des attaques nocturnes par de petites unités infiltrant nos positions, des harcèlements d'artillerie constants empêchant tout repos, des attaques aériennes toute la journée. Nous étions sous pression en permanence depuis le débarquement jusqu'à la défaite. Les forces japonaises contrôlaient traditionnellement la nuit et pouvaient se reposer et se regrouper après les combats diurnes. Contre les Marines, il n'y avait pas de répit. Il n'y avait pas de moment sûr.
Il n'y avait que des combats continus jusqu'à ce que nous soyons morts ou capturés. C'était une guerre industrielle appliquée sans merci. L'aspect industriel des opérations des Marines fascinait et terrifiait les analystes militaires japonais. Contrairement aux forces japonaises qui comptaient sur l'esprit et le sacrifice individuel pour surmonter les limitations matérielles, les Marines appliquaient systématiquement une force maximale à chaque problème. Lorsqu'ils faisaient face à une position fortifiée, ils ne s'appuyaient pas sur le courage ou des tactiques ingénieuses. Ils identifiaient la position, demandèrent des frappes d'artillerie qui tiraient des centaines de obus pour la détruire, faisaient avancer des tanks équipés de lance-flammes pour brûler les survivants, puis envoyaient l'infanterie pour sécuriser la position. Si la résistance continuait, des tirs navals depuis des destroyers ou des cuirassés effaçaient toute la zone. Cette destruction méthodique était effrayante par son efficacité. Le sous-lieutenant Saburo Endo, observateur d'artillerie sur Saipan, assista aux tactiques combinées des Marines lors de l'invasion de juin 1944. Son journal consigna des observations détaillées. Les Marines débarquèrent sous un feu de couverture de navires de guerre qui tiraient sans interruption pendant 3 heures avant que le premier véhicule de débarquement n'atteigne la plage. Les avions bombardèrent nos positions pendant 2 heures avant le débarquement. Lorsqu'ils arrivèrent sur la plage, chaque mouvement était soutenu par des tanks, de l'artillerie, des tirs navals et des frappes aériennes. Ils avançaient lentement et prudemment, détruisant tout sur leur passage. Lorsqu'ils nous ont arrêtés à des positions préparées, ils ont demandé des frappes de cuirassés qui ont littéralement effacé des collines du paysage. Ils n'ont pas tenté de surmonter nos positions par le courage ou des tactiques astucieuses. Ils ont utilisé une force écrasante pour éliminer les positions, puis ont avancé. Ce n'est pas la guerre telle que nous la comprenons, c'est une destruction industrielle appliquée systématiquement jusqu'à ce que la résistance devienne impossible. Nous combattions avec des fusils et des mitrailleuses légères. Eux combattaient avec les ressources d'une nation industrielle entière. Les observations d'Ando saisissent ce que de nombreux soldats japonais ont compris trop tard. La guerre du Pacifique n'était pas un test d'esprit guerrier ou d'excellence tactique. C'était une confrontation entre la base industrielle limitée du Japon et la capacité de production écrasante des États-Unis. Les Marines étaient l'avant-garde de cette capacité de production. Des guerriers formés pour exploiter sans pitié les avantages américains tout en acceptant des pertes qui étaient compensées par des renforts et des effectifs supérieurs. Face à un tel ennemi, le courage et les compétences tactiques japonaises n'avaient aucune valeur. L'issue était déterminée mathématiquement dès le départ. Seul demeurait invariable la durée et le coût. Kuribayashi interdit les charges Banzai qui avaient gaspillé des vies japonaises dans les batailles précédentes. Il créa une défense en profondeur qui dirigeait les Marines dans des zones de tuerie protégées par plusieurs bunkers. Il positionna des canons pour délivrer des tirs dévastateurs sur les plages de débarquement. Il construisit 18 km de tunnels reliant 1500 positions souterraines. Chaque approche était enregistrée pour un tir de mortier et d'artillerie. La plage était un piège mortel. 3 divisions de marine, 70 000 hommes, débarquèrent sur Iwo Jima le 19 février. Les défenses de Kuribayashi fonctionnèrent exactement comme prévu. Le bombardement naval à peine effleura les fortifications. Les Marines débarquèrent par vagues bien ordonnées et subirent immédiatement des pertes catastrophiques. En quelques minutes, le sable volcanique noir était couvert de morts et de blessés. Les observateurs d'artillerie japonais appelaient des tirs parfaitement coordonnés. L'assaut semblait échouer. Puis quelque chose se produisit que Kuribayashi n'avait pas anticipé, bien qu'il aurait dû s'y attendre d'après les batailles précédentes. Les Marines ne se retirèrent d'ailleurs pas pour se regrouper. Ils avancèrent sous les tirs d'artillerie. Ils trouvèrent les failles entre les positions japonaises et les exploitèrent. Lorsqu'un bunker arrêtait leur avance, des équipes de démolition se glissaient sous le feu pour les détruire. Lorsque ces équipes mouraient, d'autres Marines prenaient leur place. L'attaque ne s'arrêta jamais. Le soldat de première classe, Tadashi Yamamoto, observa depuis son bunker les Marines attaquer la position à sa droite. Son journal consigna l'incompréhension des défenseurs japonais. Une équipe de lance-flammes marines s'approcha du bunker. « Nous avons tué l'opérateur. » Son assistant prit l'arme et continua. « Nous l'avons tué. Un 3e marine prit l'arme. Nous l'avons gravement blessé. » Il continua à tirer jusqu'à ce que l'arme soit vide. Puis il lança des grenades dans les fenêtres de tir jusqu'à ce que nous le tuions. À ce moment-là, les ingénieurs de démolition avaient atteint l'entrée du bunker. La position était perdue.
Cela se produisit 30 fois durant la première heure. Comment arrêter des hommes qui ne s'arrêtent jamais? La réponse, comme les défenseurs japonais le découvrirent, était qu'on ne pouvait pas. L'arithmétique brutale d'Iwo Jima montra la doctrine des Marines dans sa forme la plus pure. 70 000 Marines débarquèrent. 26 000 devinrent des victimes, dont près de 7 000 tués. Mais tous les 21 000 défenseurs japonais moururent, à l'exception de 1600 qui furent capturés, la plupart parce qu'ils étaient inconscients ou trop blessés pour résister. Les Marines payèrent un prix presque inimaginable, mais ils prirent chaque objectif. Kuribayashi lui-même, qui survécut jusqu'à fin mars 1945, rédigea sa dernière évaluation dans un message expédié en contrebande à Tokyo avant l'effondrement de la position. Les Marines sont la force de combat la plus efficace que j'ai rencontrée. Ils possèdent plusieurs caractéristiques qui les rendent particulièrement dangereux. D'abord, leur entraînement forge des soldats prêts à accepter des pertes qui briseraient par un d'autres unités. Ensuite, leur puissance de feu dépasse la nôtre dans un rapport de 5.1 pour l'artillerie et de 10.1 pour le soutien aérien. Troisièmement, leurs jeunes chefs prennent des décisions au niveau de la section, un niveau où nos officiers prennent des décisions au niveau de la compagnie, ce qui leur permet d'exploiter les opportunités plus rapidement que nous ne pouvons réagir. Quatrièmement, et c'est le plus critique, ils n'arrêtent jamais d'attaquer. Il n'existe aucune défense qui puisse survivre à cette combinaison indéfiniment. Ce dernier point terrifia les défenseurs japonais à travers le Pacifique. Les soldats pouvaient accepter la défaite en bataille. Ils pouvaient se comprendre être dominés par un armement supérieur ou être déjoués. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'était un ennemi qui ne s'arrêterait tout simplement pas, quel que soient l'effort ou les pertes. Le caporal Hideo Takahashi, qui combatta sur 3 îles avant d'être capturé à Okinawa, expliqua dans une interview d'après-guerre. Vous devez comprendre la différence entre les Marines et les autres forces américaines. Les unités de l'armée attaquaient, subissaient des pertes et se retiraient pour se réorganiser. C'est une doctrine militaire sensée. Les Marines attaquaient, subissaient des pertes et continuaient à attaquer par-dessus les corps de leurs propres morts. Ce n'est pas une doctrine militaire. C'est tout autre chose. La qualité qui rendait les Marines si redoutés a été délibérément créée par un entraînement qui détruisait le recrue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, pour ensuite le reconstruire en un guerrier dont l'identité était indissociable de l'âme même du corps des Marines. Les documents capturés sur Saipan comprenaient des rapports d'interrogatoire d'un prisonnier marin qui expliqua cette transformation à des officiers de renseignement japonais déconcertés. Le camp d'entraînement dure 8 semaines. Pendant les 4 premières semaines, les instructeurs détruisent au moment tout ce qui est civil chez le recrue. On vous dit que vous êtes inutile, que vous ne serez jamais un marine, que vous devriez abandonner et rejoindre l'armée. L'abus est psychologique et physique. On vous pousse jusqu'à ce que vous pensiez que vous ne pouvez pas continuer, puis on vous pousse encore plus loin. Ceux qui abandonnent sont publiquement humiliés. Ceux qui restent apprennent que se rendre n'est pas une option. Le rapport d'interrogatoire nota la réaction de l'officier japonais. Cela ressemble à notre propre entraînement, mais c'est plus systématique. Cependant, le prisonnier marin décrivit ensuite quelque chose qui n'avait aucun parallèle dans l'entraînement militaire japonais. Pendant les 4 dernières semaines, les instructeurs vous façonnent pour devenir un marine. Vous apprenez que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, que chaque marine ayant jamais vécu est votre frère. Cela créa quelque chose d'unique. Les Marines se battaient parce que leur échec serait une trahison de tous les Marines ayant jamais vécu. La pression psychologique créa des combattants qui avançaient alors que le calcul rationnel leur disait d'arrêter. Les forces japonaises rencontrèrent cette mentalité sous sa forme la plus concentrée lors des charges Banzai qui auraient dû réussir, mais échouèrent de manière catastrophique. Les 24 et 25 octobre 1944, Saipan. Le colonel Takuya Takasha mena environ 3000 soldats japonais dans une ultime charge Banzai contre les positions des Marines. La doctrine japonaise soutenait qu'un tel assaut, mené avec un engagement absolu, briserait toute défense par la pure férocité et la peur des défenseurs d'être submergés. Les Marines de la 27e division d'infanterie, positionnés sur le chemin de l'attaque, étaient en grande partie en train de dormir lorsque la charge commença à 03h00. Les soldats japonais se précipitèrent dans les lignes marines, criant « baïonnette au canon », submergeant les positions avancées par leur nombre. La doctrine traditionnelle aurait appelé à une retraite pour se regrouper. Les Marines contre-attaquèrent immédiatement.
Officiers et sergents organisèrent des résistances désespérées à des positions clés. Les Marines utilisèrent toutes les armes disponibles, de l'artillerie tirant à bout portant au couteau de tranchée dans les combats à main nue. Le combat dura 4 heures. Lorsque l'aube se leva, des corps japonais couvraient une zone profonde de 500 mètres. Les pertes américaines s'élevaient à 90 tués et 247 blessés. 3000 soldats japonais moururent. Le soldat de première classe, Teishi Yoshida, survécut à la charge avec des blessures graves. Son rapport d'interrogatoire déposé 3 jours plus tard capturait le choc des soldats japonais. On nous disait que les Américains avaient peur des combats rapprochés, qu'ils se fiaient au feu pour compenser leur lâcheté. Nous avons chargé leur position en pensant qu'ils se briseraient. Ils nous ont affrontés corps à corps et nous ont vaincus. J'ai vu un sergent marine tuer 7 hommes avec une baïonnette et un pistolet avant de tomber. Ce n'est pas de la lâcheté. On nous a menti. Nous complétions notre ration avec tout ce que nous pouvions trouver dans la jungle. Nous regardions les Marines manger 3 repas complets par jour, parfois plus. Ils recevaient régulièrement des réapprovisionnements par voie aérienne et maritime. Ils avaient droit de l'eau potable, des fournitures médicales, des munitions en quantité illimitée. Nous réalisions que nous affrontions un ennemi qui ne manquerait jamais de ressources. Cette prise de conscience brisa quelque chose en nous. La supériorité matérielle des Marines était dévastatrice. Face à des bunkers fortifiés, les Marines appelaient l'artillerie qui envoyait des centaines de projectiles en quelques minutes, faisait avancer des tanks Sherman équipés de lance-flammes et utilisait des tirs navals capables de niveler des collines. Si cela échouait, des équipes de démolition apportèrent des centaines de kilos d'explosifs contre les positions. Le lieutenant Shigeru Fuku, avant sa mort sur Guadalcanal, rédigea l'analyse la plus complète des tactiques combinées des Marines capturés durant la guerre. Les Marines ne combattent pas comme des soldats individuels. Ils combattent comme les pièces d'une seule machine. Les tireurs fixent nos positions. Les mitrailleurs suppriment notre feu. Les mortiers livrent de la fumée pour aveugler nos observateurs. L'artillerie détruit nos bunkers. Les tanks avancent avec l'infanterie suivant. Les avions bombardent toute position que l'artillerie ne peut atteindre. Tout cela se fait dans les minutes qui suivent le contact, coordonnés par des officiers subalternes utilisant des radios, ce que nous ne possédons pas. Nous ne pouvons pas contrer cela car nous ne pouvons pas nous coordonner à la même vitesse. Quand notre commandant comprend la situation et donne des ordres, les Marines ont déjà exploité notre faiblesse. Cette rapidité d'exécution était rendue possible car les Marines déléguaient l'autorité au niveau le plus bas possible. Les sergents prenaient des décisions que la doctrine japonaise réservait aux capitaines. Les caporaux menaient des assauts nécessitant l'autorité d'un lieutenant dans l'armée impériale japonaise. Le résultat était un ennemi qui s'adaptait plus vite que les forces japonaises ne pouvaient réagir. Lorsqu'un bunker arrêtait l'avance des Marines, un sergent redirigeait immédiatement l'attaque par un autre chemin tout en demandant un tir de soutien, sans attendre d'ordre supérieur. Les défenseurs japonais se retrouvaient souvent à combattre des ennemis qui apparaissaient de directions inattendues, car les Marines avaient identifié et exploité les faiblesses avant même que les commandants japonais ne reconnaissent qu'elles existaient. L'arme la plus redoutée des Marines n'était pas les fusils ou l'artillerie, mais le lance-flammes. Les soldats japonais, entraînés à mourir honorablement au combat, découvrirent que les lance-flammes ne permettaient pas une mort honorable. Le caporal Hideo Takahashi, capturé à Okinawa avec 40% de son corps brûlé, décrivit l'impact psychologique. On nous a appris à accepter la mort, au combat, comme glorieuse. La mort par balle, baïonnette, artillerie, ce sont des morts de guerriers. Le feu, c'est autre chose. Vous regardez les flammes s'approcher de votre position. Vous sentez vos camarades brûler vifs. Vous entendez les hurlements. Il n'y a aucune gloire dans cette mort. C'est un massacre industriel. C'est ce que les Marines comprenaient, que nous ne comprenions pas. La guerre moderne n'a pas de place pour la gloire. Il s'agit de tuer l'ennemi de manière aussi efficace que possible en utilisant les meilleurs outils disponibles. Cette prise de conscience arriva trop tard pour la plupart des défenseurs japonais. En 1944, chaque soldat japonais du Pacifique savait qu'affronter les Marines signifiait affronter la combinaison la plus létale d'entraînement, d'équipement et de doctrine que les Américains possédaient. Les rapports de renseignement distribués aux garnisons décrivaient les Marines avec un mélange de respect et de terreur frôlant la superstition.
Un document capturé à Tinian en juillet 1944 fournissait des directives détaillées pour défendre contre les assauts des Marines. Le rapport reconnaissait plusieurs faits qui contredisaient des années de propagande japonaise. D'abord, les Marines sont physiquement plus grands et plus forts que les soldats japonais en moyenne, grâce à une meilleure nutrition depuis l'enfance. Ensuite, les Marines reçoivent plus de munitions, de meilleures armes et du matériel plus fiable que les troupes de l'armée impériale japonaise. Troisièmement, l'entraînement des Marines met un accent particulier sur le tir de précision à un niveau que les forces japonaises ne peuvent égaler. Le tireur moyen de marine peut atteindre des cibles à des distances où nos soldats échouent. Quatrièmement, les Marines agissent avec un soutien aérien et naval que nous ne pouvons pas égaler ni contrer. Cinquièmement, et c'est le plus critique, les Marines sont entraînés à croire que la reddition est inacceptable. Ils combattront jusqu'à la mort ou la victoire. Il n'y a pas de troisième option. Le rapport donna ensuite des conseils tactiques qui révélaient à quel point la confiance japonaise s'était effondrée. Face aux Marines, ne vous attendez pas à ce qu'ils battent en retraite. Ne supposez pas que les pertes nuiront à leur morale. Ne croyez pas que la supériorité numérique procure un avantage, car leur puissance de feu annule cette supériorité. N'essayez pas de lancer des charges banzai, sauf s'il n'y a aucune autre option, car les Marines massacreront les troupes qui chargent avec des armes automatiques et de l'artillerie. Ne vous attendez pas à ce qu'ils craignent les attaques nocturnes, car ils combattent efficacement dans l'obscurité. La seule défense efficace consiste à préparer des positions protégées par des champs de tir croisés, et à créer des positions de repli multiples prêtes à l'avance, tout en comprenant que la position finira par tomber. L'objectif n'est pas d'arrêter les Marines, mais d'infliger le plus grand nombre de pertes avant que la position ne soit submergée. Cette doctrine défensive reconnaissait la réalité, mais n'offrait aucun chemin vers la victoire. Le général Tadamichi Kuribayashi, en préparant les défenses de Iwo Jima début 1945, comprit parfaitement cela. Il écrivit à sa femme en janvier, un mois avant l'invasion. « On m'a demandé de défendre Iwo Jima contre les Marines américains. C'est un problème mathématique qui n'a qu'une seule solution. Les Marines débarqueront avec 70 000 hommes. Ils auront un contrôle total de la mer et de l'air. Ils apporteront des munitions et des approvisionnements illimités. Ils attaqueront jusqu'à ce qu'Iwo Jima tombe. Ma mission n'est pas de les vaincre, c'est impossible. Ma mission est de leur faire payer un prix tellement élevé que les Américains reconsidéreront l'invasion des îles principales. Chaque jour où je les maintiens en lutte est un jour où l'Empire a plus de temps pour se préparer. Chaque marine tuée est un ennemi en moins lors de la bataille finale. La stratégie de Kuribayashi reflétait l'évolution de la doctrine défensive japonaise, passant de l'agression confiante à l'usure désespérée. Les Marines qui débarquèrent sur Iwo Jima le 19 février affrontèrent des défenses conçues non pas pour les repousser, mais pour les saigner de manière à détruire leur détermination. Chaque bunker était positionné de façon à nécessiter un assaut direct. Chaque entrée de caverne était protégée par plusieurs positions de tir. Chaque mètre de terrain coûtait des vies pour être pris. La stratégie échoua parce qu'elle ne comprenait pas la culture des Marines. De lourdes pertes ne brisaient pas le moral des Marines, elles le renforçaient. Chaque marine tombée demandait une vengeance. Chaque jour de combat brutal renforçait la détermination des survivants à gagner. Plus les combats devenaient violents, plus les marines se battaient durement. Cela était incompréhensible pour la pensée militaire japonaise, qui supposait que même des troupes fanatiques avaient un point de rupture. Le soldat de première classe Tadashi Yamamoto, qui survécut jusqu'au 10 mars avant de mourir dans son bunker, écrivit sa dernière entrée dans son journal la veille. « Demain, les Marines atteindront cette position. Nous en avons tué des centaines au cours des 3 dernières semaines. D'autres arrivent chaque jour. Ils ne faiblissent pas. Ils ne ralentissent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Je pensais que notre esprit était plus fort que le matérialisme américain. Je me trompais. Les Marines ont à la fois l'esprit et les ressources. Ils ont un courage égal au nôtre, combiné avec des armes et des fournitures que nous ne pouvons égaler. Ils sont ce que nous prétendons être. Nous sommes ce que nous prétendions qu'ils étaient. C'est la vérité que nous mourrons en sachant. » Son bunker fut détruit le lendemain matin par une équipe de démolition marine après une bataille de 6 heures qui tua les 11 défenseurs et blessa 3 Marines. La position retarda l'avancée des Marines de 40 minutes avant d'être contournée par d'autres unités qui continuèrent d'avancer pendant que les ingénieurs de combat réduisaient le bunker. Ce modèle se répéta des milliers de fois à Iwo Jima.
Les défenseurs japonais se battaient avec un courage désespéré, infligeant des pertes terribles, sans rien accomplir à part leur propre mort. La campagne prit fin le 26 mars. Les statistiques finales racontent ce qui s'est passé lorsque les Marines affrontèrent les meilleures défenses que le Japon ait pu créer. 21 000 défenseurs japonais moururent. 1600 se rendirent, la plupart parce qu'ils étaient inconscients ou trop blessés pour résister. Les Marines subirent 26 000 pertes parmi 70 000 hommes engagés, près de 40% de pertes. N'importe quelle autre force militaire aurait mis des mois à se remettre. Les 3e, 4e et 5e divisions de Marines étaient de retour en action dans les 6 semaines. Cette capacité à absorber les pertes et à continuer à se battre devint la caractéristique déterminante qui terrifiait le plus les défenseurs japonais. Le caporal Kenji Matsumoto, emprisonné à Hawaï après sa capture, expliqua lors d'une interview en 1946 ce que ressentaient les soldats japonais face aux Marines. Le pire, c'était de savoir qu'ils ne s'arrêteraient jamais. Vous pouviez tuer la moitié d'une unité de Marines et les survivants continueraient à attaquer. Vous pouviez blesser leur chef et les sergents prendraient le commandement. Vous pouviez les combattre jusqu'à l'épuisement et ils attaqueraient à nouveau le lendemain. Il n'y avait pas de moyen de gagner. Vous pouviez seulement les tuer jusqu'à ce qu'ils vous tuent. Ce n'était pas de la guerre, c'était une annihilation mutuelle. Et les Marines avaient plus d'hommes que nous. La capacité industrielle américaine qui produisait des vagues de Marines de remplacement stupéfiait les planificateurs militaires japonais. Les rapports de renseignement de fin 1944 notaient que les divisions de Marines avaient subi 75% de pertes à Peleliu en septembre 1944, puis étaient revenus à plein effectif en 3 mois. Ces remplaçants débarquèrent à Iwo Jima en février et combattirent avec la même efficacité que les vétérans. Cette capacité à régénérer les unités vaincues dépassait les capacités japonaises. L'armée impériale japonaise n'avait pas de système d'entraînement comparable, ni de filière de remplacement capable de maintenir la qualité des unités tout en absorbant des pertes catastrophiques. L'efficacité américaine s'étendait à chaque aspect des opérations des Marines. Les Marines blessés recevaient des soins médicaux dans les minutes suivant leurs blessures. L'évacuation des blessés par voie aérienne et maritime permettait de déplacer les blessés du champ de bataille vers un navire-hôpital en quelques heures. Le plasma sanguin, les antibiotiques, les soins chirurgicaux qui sauvaient des vies à des taux sans précédent dans l'histoire militaire. Les blessés japonais mouraient souvent faute de fournitures médicales, de blessures infectées ou de blessures que la médecine américaine traitait systématiquement. Les soldats japonais capturés observaient des Marines qui, malgré des blessures qui auraient tué des soldats japonais, survivaient pour combattre à nouveau. La dernière humiliation arriva après la reddition japonaise en août 1945. Les Marines occupaient les îles principales du Japon, s'attendant à une résistance d'une population conditionnée pour mourir plutôt que de se soumettre. À la place, ils trouvèrent des gens épuisés et reconnaissant que la guerre soit enfin terminée. Le soldat de première classe Tishi Yoshida, rapatrié en 1946 après avoir récupéré de blessures reçues à Saipan, décrivit son retour chez lui. Tout ce qu'on nous avait dit était un mensonge. Les Marines ne torturaient pas les prisonniers. Ils nous fournissaient de la nourriture, des soins médicaux, un abri. Ils nous traitaient mieux que nos propres officiers. Les Américains n'étaient pas des barbares. Nous étions les barbares. Cette connaissance détruisit ce qu'il restait de notre foi dans l'Empire. Des milliers d'anciens soldats japonais arrivèrent à des conclusions similaires. Les rapports d'interrogatoire d'après-guerre ont révélé des thèmes communs. Le respect des qualités de combat des Marines, l'amertume envers la direction japonaise qui avait menti sur les capacités américaines, et la reconnaissance que la guerre était perdue dès le départ parce que le Japon ne pouvait pas égaler la capacité industrielle américaine ni la qualité des troupes comme les Marines. L'évaluation la plus complète vint du message final du général Tadamichi Kuribayashi depuis Iwo Jima, transmis par radio le 21 mars, 5 jours avant la chute de l'île. Il écrivit « J'ai combattu les Marines pendant 31 jours. Ce sont les meilleurs soldats que j'ai rencontrés. Leur entraînement est supérieur. Leur équipement est accablant. Leur courage est égal au nôtre. Et leurs effectifs sont infinis. Le Japon ne peut pas vaincre un tel ennemi. Nous pouvons seulement mourir en les combattant et espérer que notre sacrifice achètera du temps pour des négociations de paix qui préserveront quelque chose de notre nation. À mes camarades officiers qui se préparent à défendre les îles principales, sachez ceci. Les Marines viendront. Vous ne pourrez pas les arrêter.
Vous ne pourrez que leur faire payer en sang chaque mètre de terrain. Peut-être que si le prix est suffisamment élevé, ils négocieront plutôt que de tout détruire. C'est notre seule espérance. Cette espérance mourut avec les bombes atomiques en nous. Mais l'évaluation de Kuribayashi des Marines s'avéra exacte. Ils étaient nés que l'avant-garde de la lance qui brisa les lignes défensives japonaises à travers le Pacifique. Ils payèrent un prix terrible avec des taux de perte qui auraient détruit des organisations moins solides. Mais ils n'ont jamais brisé, jamais reculé, jamais abandonné un objectif. Ils étaient exactement ce que la propagande japonaise prétendait que l'armée impériale japonaise était, des guerriers invincibles qui se battraient jusqu'à la mort avant d'accepter la défaite. La dernière ironie fut que les Marines parvinrent à cela grâce à un entraînement systématique et un soutien matériel écrasant, et non par un esprit mystique de guerrier ou par une supériorité raciale. Ils prouvèrent que la guerre moderne exigeait à la fois du courage et une capacité industrielle, à la fois de l'entraînement et de la technologie, à la fois des sacrifices individuels et des ressources nationales. Le Japon avait du courage et de l'entraînement. L'Amérique avait tout. Les Marines incarnaient cette totalité d'une manière qu'aucune autre unité américaine n'égala. Les vétérans japonais reconnurent cette distinction. Le caporal Hideo Takahashi, interviewé en 1975 comme un vieil homme, résuma ce que sa génération avait appris en combattant les Marines. On nous avait appris que l'esprit triomphe de la matière, que notre volonté de mourir nous rendait invincibles. Les Marines nous ont appris que l'esprit plus la matière triomphe. L'esprit tout seul ne suffit pas. Ils étaient aussi prêts à mourir que nous. Mais ils avaient des tanks Sherman, du feu naval, des munitions illimitées, la supériorité aérienne, des soins médicaux, de la nourriture et toutes les ressources de l'Amérique derrière eux. Nous avions nos fusils, notre courage et des promesses de victoire. Cela n'a pas suffi. Ça n'a jamais suffi. Les Marines ont prouvé cela sur chaque île qu'ils ont prise. Le bilan statistique soutient cette conclusion. Les Marines combattirent dans chaque grande campagne du Pacifique, de Guadalcanal en août 1942 à Okinawa en juin 1945. Ils subirent 86 000 pertes, dont 19 500 tués. Mais ils n'ont jamais échoué à prendre un objectif, jamais abandonné une position une fois capturée, jamais donné aux forces japonaises une raison de croire que les Marines pouvaient être vaincus par des tactiques supérieures ou un esprit de combat supérieur. Le prix fut terrible, les résultats furent absolus. Les analystes militaires japonais étudiant les opérations des Marines après la guerre arrivèrent à des conclusions unanimes. Les Marines représentaient l'expression ultime de la puissance militaire américaine. Ils combinaient l'éthique guerrière correspondant au Bushido japonais avec les ressources industrielles correspondant à la capacité de production américaine. Ils formèrent des soldats prêts à mourir pour la victoire, tout en leur fournissant des armes et un soutien qui rendèrent la victoire possible. Cette combinaison était imbattable. Les leçons tirées arrivèrent trop tard pour les 21 000 soldats japonais qui affrontèrent les Marines sur Iwo Jima, ou les 30 000 qui les combattirent à Okinawa, ou les centaines de milliers qui se préparaient à les combattre sur les îles principales avant que la reddition ne mette fin à la guerre. Ces hommes savaient seulement que les Marines étaient l'ennemi qu'ils craignaient le plus, l'ennemi que leurs officiers ne pouvaient pas arrêter, l'ennemi qui continuerait à avancer quelles que soient les pertes, jusqu'à ce que chaque défenseur japonais soit mort. L'entrée finale du soldat de première classe, Tadashi Yamamoto, écrite quelques heures avant sa mort dans un bunker à Iwo Jima, saisit cette connaissance. Les Marines gagneront non parce qu'ils sont plus courageux que nous, non parce qu'ils veulent la victoire plus que nous, ils gagneront parce que leur nation leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour gagner, et ils utiliseront ces ressources sans pitié jusqu'à ce que nous soyons tous morts. C'est la vérité que nos dirigeants auraient dû nous dire. Nous sommes des samouraïs combattant avec des épées contre des hommes armés de mitrailleuses qui ont également l'esprit de samouraï. Il n'y a jamais eu d'espoir. Il n'y avait que la mort. Son bunker tomba le lendemain. Les Marines qui l'ont libéré trouvèrent son journal et le transmirent aux officiers du renseignement qui le traduisirent et le classèrent parmi des milliers de documents similaires. Les mots capturèrent une vérité que les soldats japonais à travers le Pacifique avaient apprise à travers une expérience brutale. Combattre les Marines n'était pas comme combattre d'autres forces américaines. Ce n'était pas comme combattre les Britanniques, les Chinois ou n'importe quel autre ennemi. C'était combattre un adversaire qui combinait tout ce que le Japon prétendait posséder avec tout ce que le Japon manquait.
Cette combinaison fit des Marines l'ennemi le plus redouté que les soldats japonais aient jamais affronté. Les statistiques en racontent une partie. Les batailles en disent davantage. Mais les paroles des soldats japonais qui ont survécu pour en témoigner révèlent l'image complète. Ils ont combattu des hommes qui ne s'arrêtaient jamais, qui ne se rendaient jamais, qui mouraient avant d'accepter la défaite et qui disposaient des armes et du soutien pour rendre cet esprit dévastateur. Face à un tel ennemi, le courage ne suffisait pas. L'entraînement ne suffisait pas. La détermination ne suffisait pas. Rien n'était suffisant à part la reddition ou la mort. L'armée japonaise choisit la mort. Les Marines l'ont livrée avec une efficacité systématique. C'est pour cela que les soldats japonais redoutaient plus que tout de combattre les Marines. Les Marines disaient qu'ils prendraient l'objectif et ils le prenaient. Ils disaient qu'ils accepteraient n'importe quel prix et ils le payaient. Ils ne s'arrêtaient jamais. Les défenseurs japonais découvrirent que le courage ne signifiait rien face à un ennemi dont la détermination égalait la leur et dont la puissance de feu surpassait la leur dans des proportions qui rendaient la résistance futile. C'est la leçon apprise dans le sang de Guadalcanal à Okinawa. Après la fin de la guerre et la dissolution de la propagande, les vétérans japonais reconnurent la vérité que leurs dirigeants leur avaient cachée. Les Marines étaient tout ce que le Japon prétendait que ses soldats étaient, soutenus par tout ce que le Japon n'avait jamais pu fournir. Face à un tel ennemi, la guerre était perdue avant même qu'elle ne commence. Les Marines l'ont prouvé, île après île, à un coût mesuré en milliers de vies des deux côtés.